Et yo tout le monde, ça gueule, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors on va parler de la fin de Outlast 2. Parce que certains n'ont pas du tout compris l'histoire de Outlast 2. C'est normal, c'est normal. Alors on va vous expliquer la fin et tout. Alors, pour faire plus simple, c'est quoi l'histoire? Le joueur incarne Blake Langerman, un journaliste qui, avec sa femme Lynn, enquête sur la mort mystérieuse d'une jeune femme, Jeanne Doe, dans le désert d'Arizona. La jeune fille a été retrouvée mercure... Attends. La jeune fille a été retrouvée avec une quantité impressionnante de mercure dans le corps et était enceinte. Alors, je ne sais pas si on peut voir l'image. Voilà, vous voyez ce qui est marqué là. Alors, Lynn Langerman est un... Voilà, c'est exactement ce que je viens de te dire. Alors, soudainement, l'hélicoptère de nos héros se crache à proximité d'un village du nom de Temple Gate. Il apparaît rapidement que celui-ci est peuplé de fanatiques religieux menés par Sullivan Knott, Papa Knott pour les intimes, qui est une sorte de gourou se présentant comme un nouveau prophète. Il ordonne également à ses fidèles d'exécuter tous les enfants qui pourraient résulter de ces unions sous prétexte que Dieu lui a annoncé que l'un de ses enfants serait l'antichrist porteur de l'apocalypse. Alors déjà, tu sais que... Enfin, voilà. Alors elle, Céline, tu vois. Alors, je m'y connais parce que, tu sais, Outlast 2, mec, je me suis informé, mais genre à fond. Après, il y a ça. Alors ça, c'est l'hélicoptère qui s'est craché, vous voyez. Et en dessous, alors lui, c'est Knott. Et franchement, lui, je peux t'avouer qu'il est pas sympa du tout. Lui, voilà. Au fur et à mesure... au fur et à mesure de l'histoire, on découvre des documents écrits par des membres de la secte disant subir des rêves étranges, se réveiller avec une puissance envie de sexe et apercevoir fréquemment de puissants éclats de lumière blanche, que notre héros va lui aussi expérimenter à travers le jeu. Bon, là, il y a une petite vidéo, attention. Voilà. Ah, vous voyez la lumière? Ok, ok, c'était un genre de gif. Blake arrive dans la chapelle où demeure Knott et où Lynn est retenue prisonnière, mais dont elle parvient à s'enfuir avec Blake. Peu après que cette dernière lui ait confié avoir, contre toute vraisemblance, car n'ayant pas eu de rapport sexuel depuis suffisamment longtemps, les symptômes d'une grossesse. Ils se font attaquer par des villageois... Attends, c'est bizarre là. Ils se font attaquer par des villageois, attaqués à leur tour par des hérétiques. Lynn est à nouveau enlevée. Alors là, vous voyez, c'est... Attendez. Voilà. Tout ici, ça c'est la chapelle. Je parle pas de la chapelle Herlemont. Voilà, c'est la petite blague de la vidéo. Vous tracassez pas, j'en ferai plus. Ah, et ça, c'est ceux qui ont enlevé... voilà, attendez. Eux, c'est ceux qui sont pour Knott, vous voyez. Et là, on peut voir très bien que Lynn se fait enlever. Le joueur découvre en fait que toute cette folie des habitants est en fait le résultat d'une expérience de Murkoff. Ah, oh là 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 là. Alors Murkoff, je vous explique c'est qui. Il était dans Outlast 1. C'est le docteur. Les antagonistes du jeu précédent, en effet, ceux-ci ont installé une immense tour à proximité du temple. Attends, à proximité de Temple's Gate, que l'on a du mal à apercevoir, je vous l'accorde. Cette dernière est en réalité une puissante libérateur d'ondes psychiques. Putain, c'est dur. Le même qui a été utilisé sur les patients de l'asile de Mount Massive, en gros c'est dans Outlast 1, et que l'on aperçoit notamment au début de Whistleblower.
le DLC de Outlast 1, je crois. Là, vous la voyez la tour? Il y a 2 lumières au-dessus. Attends. Temple Gate n'est autre qu'un test à grande échelle pour étudier l'effet de la machine sur les êtres humains. Ces informations apparaissent dans plusieurs documents laissés par des scientifiques de Murkoff dans le jeu et qui mentionnent tous les symptômes ressentis par les habitants de Temple's Gate, mais aussi et surtout dans le comic Murkoff Foundation qui est possible de lire sur le site de Red Barrel. Là je peux pas vous le lire parce que en plus je crois que c'est pas en français si. Ah si je peux, mais disons que la vidéo va être assez longue. Vous lirez par vous-même. De toute façon, il y aura le site. La narration du jeu est régulièrement interrompue par des rêves de Blake à propos de Jessica, une amie d'enfance. Ces rêves prennent place dans le lycée où Blake, Lynn et Jessica étudiaient. En parcourant les lycées, il entend des appels au secours de Jessica et est confronté à des visions horrifiques. Là, vous voyez là? Alors, je vous explique. Au milieu, c'est Blake. Ouais. À gauche. Ouais, c'est Jessica. Et à droite, c'est Lynn. Voilà. Ah, maintenant, les visions qu'il a, c'est ce genre de vision là. Génial. Ou encore ça. Et on voit bien que le personnage se cache parce que j'ai vu sa main. Oh là là, non là j'ai un peu trop zoomé. On comprend rapidement dans la suite du jeu que Jessica s'est suicidée, poussée à bout par son père qui la battait et par le harcèlement sexuel du prêtre du lycée. Blake est traumatisé par la mort de Jessica, en partie parce qu'il était présent au lycée un soir où le prêtre l'a violée, mais n'a rien pu faire. À la demande du prêtre, il était sur le point de rentrer chez lui, et lorsqu'il l'a rebroussé chemin en entendant les cris de Jessica, il était trop tard. Le reporter est donc rangé par la culpabilité. Putain, c'est ce qui explique le caractère horrifique des nombreuses visions se déroulant dans son ancienne école le soir où Jessica a été violée. À chacune de ces visions, il réentend les cris de son ami et qui est fréquemment confronté à une sorte de démon qui représente en réalité le prêtre. Non, et vraiment là j'apprends des choses. Regardez. Jessica, Jessica elle est pas sereine. Et voici le prêtre. Et vraiment je t'assure que lui il est... Non, je te jure quand j'ai joué au jeu même moi. Si vous voulez je ferai un let's play. Si vous voulez. Regardez, lui ça représente le prêtre. Ah ouais non, j'avoue qu'il est terrifiant mec. Je te jure qu'il est terrifiant. Je sais pas mec. Regardez-le. Mais lui ça représente le prêtre. Ou encore il y a celui-là. Ah ouais non mais alors là, ouais non. Ah oui c'est vrai ouais. En réalité Sullivan et tous ses fidèles avaient beau être des fanatiques religieux, à l'origine c'est la tour de Murkoff qui les a fait définitivement basculer dans la folie. Et croire à ces histoires d'apocalypse et d'antichrist, les uns les fidèles de Knot voulaient l'empêcher d'arriver et les autres les hérétiques qui embrassent totalement le plaisir procuré par la folie, voulant au contraire en faire le roi. Oh ouais. Les grands éclats de lumière que l'on subit régulièrement au cours du jeu sont en fait les ondes émises par l'installation de Murkoff, et ce sont eux qui ont à l'origine la vision de notre personnage et qui les font sombrer peu à peu dans la folie. De la même manière que les habitants de Temple's Gate, rendant ces visions de plus en plus fréquentes et lui causant des hallucinations et le poussant à croire à l'ultime mensonge de Knot, l'Antichrist. Voilà, et c'est comme ça qu'à la fin, regardez, voilà, c'est ça qui se passe à la fin.
et il croit. Alors qu'en fait il est devenu fou en fait. Je peux le comprendre. On découvre également que des effets de ta gueule, pardon, désolé, que des effets de la machine de Murkoff est d'infliger aux femmes de grossesse nerveuse, d'où l'absence de la femme à l'asile de Mount Massive, qui avait été bien expliqué dans le document récupéré dans le premier Outlast. C'est ce qui arrive à Lynn, et après son accouchement, elle se rend elle-même compte que quelque chose ne tourne pas rond. Puis ses derniers mots, puis ses derniers mots sont: il n'y a rien. Le bébé que tient Blake est en fait une énième hallucination de non, 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 il vient de gâcher. Oh non. Héros. Comme tous les autres habitants de la ville trompés par la fausse grossesse de Lynn et par les serments de Sullivan sur l'Antichrist. Et c'est d'ailleurs parce que le bébé n'est qu'une hallucination que Sullivan se dit incapable de le tuer. Le jeu s'achève sur une dernière vision, durant laquelle Blake prie Jésus avec Jessica. Cette vision de fin est la clé de la thèse du jeu, à savoir que la frontière entre religion, superstition et la folie est extrêmement mince dans tous les jeux. Dans tout le jeu, pardon. Il y a une ambiguïté sur ce jeu. Putain. Sur ce que voit notre personnage, plus de sang, tentacules, spectres de son passé. Ce sont des résultats de sa folie, ou bien, comme l'affirme Knot, une manifestation de la colère divine. Le but est en fait de rendre le joueur tout aussi confus que Blake, et ainsi de lui montrer à quel point vous vous rendez pas compte, j'ai du mal à respirer tellement je lis le joueur. Et ainsi de lui montrer à quel point il est aisé de confondre les vues de son esprit avec des manifestations divines ou infernales. Note. Merci à Métronom de jeuxvideo.com pour m'avoir donné l'autorisation d'utiliser son texte. Eh bah putain, qui aurait cru mon gars? Qui? Like la vidéo si t'as aimé. Franchement, mec, je m'y attendais pas. Il n'y avait pas de bébé. Il n'y avait rien du tout. Non, ça m'a choqué. Merci d'avoir regardé la vidéo. Like si elle t'a plu. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde. Peace.